messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Benvoca 21 TV au sommet de cette émission de géopolitique. L'Europe repensée entre ambition et réalité face aux défis mondiaux. Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation une fois encore. C'est toujours un plaisir de venir partager mes points de vue avec vos téléspectateurs. L'actualité récente sur le devenir de l'Europe, la guerre en Ukraine, la montée des tensions géopolitiques, la réorientation stratégique de l'Union européenne et les débats autour de l'élargissement et de l'autonomie stratégique. Depuis la présidence de Donald Trump, M. Toga, l'Europe a été contrainte à redéfinir sa posture sur plusieurs grands dossiers internationaux, à l'heure où les États-Unis poursuivent une politique extérieure marquée par le repli stratégique et la rivalité sino-américaine. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la politique économique et commerciale de l'Europe? Déjà, je crois que l'institution européenne n'a pas, de mon point de vue, n'a pas anticipé sur les situations qui se présentent à elle aujourd'hui. Et je pense que, rendu à cette évidence-là, elle a souhaité, n'est-ce pas, apporter quelques rafistolages à sa posture internationale. N'est-ce pas, son amitié jadis avec les États-Unis a montré que les États-Unis ne sont pas des amis fidèles. Et donc, sa posture a quelque peu changé et ses besoins ont quelque peu évolué. Et ce qui a fait naître naturellement son besoin de quête d'autonomie, de quête d'indépendance et même de quête d'émancipation en termes de défense. Et donc, naturellement, l'Europe est confrontée à une réalité qui, ma foi, va permettre de créer un électrochoc dans la manière dont cette institution-là est gérée et orientée en termes idéologiques. Il faille qu'eux aussi trouvent leur place sur la scène internationale, malgré que les États-Unis aujourd'hui, qui se sentent comme étant des créateurs de personnes qui doivent accéder ou non à la scène internationale. Et donc l'Europe, c'est le président Emmanuel Macron qui le rappelait d'ailleurs, doit, n'est-ce pas, repenser sa posture, même dans les relations internationales où les Américains ont mis en avant le protectionnisme économique. La Chine a revu, n'est-ce pas, sa stratégie commerciale avec les institutions telles que Temu et Shein aujourd'hui. Et naturellement, Donald Trump qui est venu avec l'imposition au niveau de la douane qui rebat naturellement des cartes. Et cela montre que les États-Unis, la Chine sont dans un conflit ou alors dans un combat, dans une guerre commerciale qui ne défavorise pas ipso facto les États européens, mais qui met en lumière leur capacité à nuire, n'est-ce pas, dans cet échange de pouce-pion, j'ai envie de dire, de pouce-pion, je mets à 240 d'imposition, l'autre met à 300, ainsi de suite. Et donc, quel est le mot que les États européens ont sur cette question-là? Ils ne peuvent que subir. Et donc, cette posture-là, ils ont pris conscience de cela et souhaitent naturellement mettre en place des mécanismes pour sortir de cela. C'est en cela que le président polonais, par exemple, a sollicité, n'est-ce pas, plus d'investissement dans le domaine militaire pour, n'est-ce pas, se donner des garanties de défense au cas où les États-Unis ne viendront plus à les aider. Et cela est renchéri par la posture du président Emmanuel Macron, qu'il voit en la défense européenne quelque chose de réel. Et naturellement, on voit aussi Ursula von der Leyen qui est, n'est-ce pas, plébiscitée comme celle-là qui garantit, n'est-ce pas, une défense européenne. Et donc, on ne peut que conclure en disant que
ils ont pris conscience, l'Europe a pris conscience de sa posture de défavorisée dans la scène internationale et il faille qu'elle travaille aujourd'hui sur 3 piliers essentiels, l'autonomisation, la technologie et la créativité. Confrontée à la montée en puissance de la Chine et au retour du protectionnisme américain, l'Union européenne peut-elle maintenir sa compétitivité économique sur le long terme? L'Inflation Reduction Act américain a-t-il été l'électrochoc positif, un des avantages supplémentaires? Je crois que vous faites bien de mentionner l'Inflation Reduction Act, qui a été naturellement un électrochoc positif, parce que je crois qu'il perd de 1% du PIB. Si ce n'est pas 1, c'est 6, c'est 6%. Je dois revoir mes chiffres. Mais pour dire quoi? Pour dire que les États européens ont pris conscience que dans cette bataille-là, ils n'y sont pas. Ils sont nulle part, on va dire ainsi. Et l'ayant pris conscience, ils ont sorti déjà un document en 2004 qui essaye de montrer les axes sur lesquels ils doivent travailler pour repenser, n'est-ce pas, 1, l'autonomie européenne, 2, la défense européenne, 3, l'innovation et leur position même sur le développement technologique sur la scène internationale. Et ce document-là a défini 10 axes majeurs. Et moi, je viens de citer 3, je vais rajouter la question de l'immigration qui fragilise aujourd'hui l'Union européenne, parce qu'il faille, n'est-ce pas, juguler tout ce flux migratoire qui arrive sur le territoire. Et il faut prendre en considération que les pays aujourd'hui ne sont pas naturellement en odeur de sainteté sur toutes les questions qui se posent à l'Union européenne. Et donc, des questions de nationalisme se posent toujours au sein d'une union qui se voulait aujourd'hui sacrée. Et donc, naturellement, je considère que le Reduction Act a créé un électrochoc et a permis, n'est-ce pas, à l'Union européenne de rabattre ses cartes et de repenser ses différentes positions sur la scène internationale. Et j'en veux pour preuve, n'est-ce pas, ce Mercosur que l'Union européenne a signé avec le Mexique pour, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, étendre ses intérêts sur cette partie du territoire du monde. Et bien que des personnes ou alors des dirigeants en son sein ne voyaient pas d'un bon œil, n'est-ce pas, cette posture de Ursula von der Leyen qui s'est substituée, qui a substitué sa position de présidente à celle des chefs d'État qui devaient naturellement décider s'ils rejoignent ou pas, n'est-ce pas, ce traité-là. Et donc, on voit bien que les États, ou alors l'Union européenne dans son ensemble, a défini une certaine orientation voulue et souhaitée par tous, cela rencontre encore ce qu'un général Gojski qui estime que l'Union en elle-même porte les germes de sa propre destruction, parce que les pays sont encore dans un déséquilibre qui produit naturellement une désunion. À savoir que le nationalisme français renaît, le nationalisme polonais renaît. Et donc, on n'est plus dans cette mouvance qui voudrait que l'Union européenne, c'est le lieu où on sacralise tout, et puis on est tous en amitié et on va vers un idéal commun. Que non, l'Union européenne rencontre aujourd'hui des aspirations individuelles de chaque État qui doit aujourd'hui juguler cela. C'est pourquoi il laisse la liberté, par exemple, aux États de juger ou pas s'ils conservent un migrant sur son territoire. Il donne des directives. Il donne des directives qui peuvent être obligées, d'un point de vue, qui peuvent être obligés à des États de les appliquer, mais sauf qu'il laisse encore une porte ouverte pour dire que selon la conformité de chaque État. Et donc l'Union européenne ne donne que des orientations. Maintenant, les États appliquent cela selon leur bon vouloir. Et donc, est-ce que l'Union européenne, dans cette posture-là,
elle est engluée dans ce que certains analysent, et elle-même l'a constaté d'ailleurs, celle de fragilité en termes de création de richesse. Elle fait fuir, n'est-ce pas, les investisseurs dans la mesure où la bureaucratie, elle est lourde et lente. Et cela fragilise un peu, n'est-ce pas, sa mouvance au niveau international. Et là où les États-Unis font 2 pas, l'Union européenne fait une dizaine, parce qu'il faille que ça passe à la Chambre de commerce, la Chambre de ceci, les députés doivent voter, ainsi de suite, on doit s'asseoir pour décider. Or, les 27 doivent être d'accord. Les 27 doivent être d'accord. Or, les États-Unis, on doit augmenter les douanes, on doit réduire les impôts pour que les investisseurs arrivent. Reduction Act, on fait venir les investisseurs de partout dans le monde. Le président a décidé. Or, pour qu'une telle décision se fasse au niveau de l'Union européenne, je doute fort que ça aboutisse. On ne penserait pas passer à l'Europe des nations, où chaque État retrouve sa souveraineté et une décision uniquement monétaire, avec un euro qui peut concurrencer les monnaies sur le marché international, comme le dollar, le yuan, le yen. Oui, c'est un peu ce que je pense, ce politicien français, j'ai oublié son nom, c'est ce politicien français qui estime qu'il faut sortir de l'Union européenne. Asselineau. Oui, Asselineau. C'est ce politicien français qui estime qu'il faut sortir de l'Union européenne et revenir au concept de nation, même si on reste avec... Pour lui, il faut sortir de l'Union européenne. Mais greffer à son analyse et apporter un peu du grand mood, on prend un peu la position de Mélenchon qui considère qu'on peut rester dans l'Union européenne mais consolider notre toute indépendance. Et donc, sur quoi on va jouer? Vous convoquez naturellement la monnaie qui peut, n'est-ce pas, être toujours utilisée pour consolider les liens entre les pays qui constituent l'Union européenne. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui va lier d'amitié ces pays-là, si ce n'est la monnaie? Si aujourd'hui on essaye de voir que la monnaie ne pèse pas, ces pays-là sont encore en toute liberté dans la création de leur propre monnaie, puisqu'ils les avaient déjà avant. Qu'est-ce qui empêcherait cela? Donc c'est ouvrir, c'est un peu le risque que l'Union européenne essaye d'éviter aujourd'hui, à savoir que ouvrir cette porte de Pandore pour, n'est-ce pas, montrer que les États peuvent s'auto-réguler en termes d'eux, et puis un jour on va dire ben, ça ne marche plus et puis on s'en va. Mais je considère que l'Union européenne est dans une posture où elle recherche une certaine redéfinition de soi. Elle essaye de se reconnecter avec son histoire, elle essaye de se reconnecter avec ses idéaux, avec son idéal commun. Elle essaye de le retrouver. Mais cet idéal commun dont vous parlez, certains ne la reconnaissent plus, comme Orban. Justement, pourquoi est-ce que la question qu'il fallait se poser ou qu'il faille se poser, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'il ne reconnaît plus cet idéal commun-là. Et on peut avoir des indices de réponse dans la posture qu'il a donnée à la face du monde en disant qu'il ne reconnaît plus l'Union européenne qui dépense autant d'argent pour soutenir un pays ou alors soutenir les migrants quand les États eux-mêmes sont en difficulté. Pour lui, il investit pour la famille. Le concept de famille ici est convoqué à dessein pour dire simplement que les valeurs que nous promouvons ne rencontrent plus les aspirations qui gouvernent le monde et notre discours est mis en mal parce qu'on promeut des valeurs qui sont en déphasage ou alors en contradiction avec ce que le monde souhaiterait avoir. Et donc, naturellement, si Viktor Orban tient ce discours-là, c'est parce que l'extrême droite ou alors le discours populiste qui est en émergence partout en Europe tend à montrer que les postures idéalistes que nous avons eues par le passé et qui nous ont conduit à la situation que nous avons aujourd'hui n'ont plus lieu de citer. Il faille, n'est-ce pas, s'émanciper de ces postures-là et définir un nouveau paradigme qui va consolider, n'est-ce pas, notre idéal commun de nouveau. À cela, je veux convoquer ici, si ce n'est pour les aider, que l'Europe, de mon point de vue, doit s'unir sur des questions qui touchent, n'est-ce pas, à des considérations qui sont chères à chaque État.
je prends ici la question de l'immigration. Il est difficile de penser que vous acceptez des personnes sur votre territoire, vous leur accordez la possibilité ou la capacité de s'installer, mais vous mettez encore des freins pour leur plein épanouissement ou alors pour leur plein établissement. Ça devient kafkaïen. Mais que voulez-vous? C'est la volonté de l'état dans lequel le citoyen migrant se trouve. Et il ne peut aucunement voir en cela un problème au niveau de l'Union européenne. Et donc, même dans l'Union, il y a deux unions, parce que les directives qui sont données ne sont pas forcément appliquées, parce qu'elles trouvent que les États doivent encore avoir leur mot à dire. Et donc, à quel moment il y a union? Est-ce qu'il y a union parce qu'il y a la monnaie? Est-ce qu'il y a union parce qu'on a un drapeau? Est-ce qu'il y a union parce que je m'interroge sur toutes ces questions-là. Et donc l'Union européenne, bien qu'elle existe, elle veut se redéfinir, doit essayer de mon point de vue, de toucher du doigt, n'est-ce pas, toutes ces questions-là qui fragilisent, n'est-ce pas, son discours au niveau international. Et comment elle peut le faire? Je considère que c'est tout simple. Poser la question aux différents États. Voulez-vous toujours rester dans l'Union? Et puis donner une réponse. Et de là, un brainstorming va naître pour continuer à consolider ce que les pères fondateurs de l'Union ont voulu. C'est-à-dire une Union qui se veut forte et qui n'est pas qui nécessiterait d'être un contrepoids occidental, un contrepoids états-unien, et trouver sa route d'indépendance en termes d'organisation internationale qui doit avoir droit au chapitre. Parce qu'aujourd'hui, elle est plutôt dans l'ombre des États-Unis, elle est plutôt sous le joug états-unien, ce qui fragilise un peu ses prises de position au niveau international. Dès qu'elle prend la parole, on dit c'est la mère patrie qui a parlé, c'est le grand toutou qui a parlé, elle ne peut que suivre. Et donc, s'affranchir de cette posture-là voudrait que l'Union européenne s'affranchisse même déjà de ces différentes tares et naturellement faire naître un discours nouveau qui se lie avec, je crois, les valeurs qui sont historiquement siennes. Chez Toga, sur le plan militaire, le président Trump avait sémé le doute sur la fiabilité de l'engagement américain dans l'OTAN, incitant les Européens à repenser leur propre sécurité. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, où en est l'Europe en matière de défense commune? Je crois que c'est le souhait du président polonais, Tusk, je crois. C'est le souhait d'Emmanuel Macron, le président français. C'est le souhait de Ursula von der Leyen, qui chacun d'eux a essayé d'émettre un discours qui tend à consolider une force militaire commune au niveau européen. Parce qu'ils ont déjà capacité cette force-là en termes d'hommes, ils ont capacité cette force-là en termes de matériel militaire, et ils lui ont donné des missions qui sont en pleine exécution à l'heure où nous tenons ce discours. Et donc c'est une volonté réelle, c'est une volonté qui est en application, c'est une volonté qui est implémentée. Mais maintenant, la perception que nous avons, nous, analystes de cette force-là, est-ce qu'elle ne rencontre pas les tares que je viens de définir par rapport à l'Union européenne en elle-même, c'est-à-dire sous le joug des États-Unis? Est-ce qu'on rencontre ici une institution qui a bâti une force en toute indépendance, celle-là qui s'écarte de l'ombrage ou alors du parapluie de l'OTAN? J'ai envie de dire que non, cette force-là est empêtrée dans quelque chose qu'elle n'a pas voulu au départ, c'est-à-dire elle n'a pas voulu avoir l'OTAN sur son passage, mais sauf qu'elle est née sous l'OTAN, et donc l'OTAN ne peut qu'avoir son regard sur cette force-là et juger, n'est-ce pas, de ses capacités militaires pour ne pas permettre, à ce moment-là, c'est les États-Unis qui sortent pour dire qu'on ne peut aucunement sortir autant de moyens pour délaisser, n'est-ce pas, cet instrument international que nous avons déjà et qui existe
pour créer une structure qui va venir concurrencer celle-ci. Bien que les Européens viendront et dire que nous voulons aussi notre indépendance, notre autonomie. Si un jour vous n'êtes pas là, que faites-vous? Les États-Unis, les magnats de la négociation, pourront trouver quelque chose à donner aux Européens, ou alors à dire, on vous laisse la gestion de l'OTAN, mais nous on gère les finances, on vous laisse les militaires que vous mettez dans cette structure-là, vous pouvez les ingérer dans l'OTAN, et nous, on vous regarde faire, puisque c'est sur votre territoire. Donc, il y a tous ces mécanismes-là qui peuvent être mis en place pour que les États ne créent pas forcément cette institution-là. Et je suis prêt à parier que les États-Unis sont en train de réfléchir sérieusement sur l'émergence de cette force qui viendrait contrebalancer la capacité de nuisance de l'OTAN. Quelle est maintenant la position de cette force-là sur le conflit russo-ukrainien? Là est toute la question. Est-ce qu'elle va se greffer à la philosophie et l'idéologie que l'OTAN a définie par rapport à ce conflit-là? Là est encore toute la question. Et on voit bien qu'elle ne peut aucunement entrer en déphasage avec les aspirations ou les orientations définies par l'OTAN. De là, est-ce une force états-unienne? Est-ce une force européenne? Mais certains estiment que l'Europe de la défense reste un mythe. Partagez-vous cet avis ou constatez-vous de réels progrès, notamment avec les initiatives récentes de coopération et les hausses budgétaires au niveau de l'Union européenne? Non, on ne peut pas dire que c'est un mythe, puisqu'il y a des faits tangibles. Maintenant, c'est qui peut être considéré comme un mythe, c'est l'idéologie qu'on essaye de greffer à cette force-là. Et de ce point de vue, dire que c'est un mythe, c'est un peu avoir un discours politique, c'est pas factuel. S'il faut rester factuel, on va affirmer que oui, l'Europe a capacité, n'est-ce pas, cette force-là, j'ai oublié le chiffre, mais je crois que c'est entre 5 000 et 10 000 hommes, et des équipements militaires qui vont avec. Aujourd'hui, ils ont commencé une opération militaire, j'ai oublié le nom, c'est Agips, quelque chose comme ça. Ils ont déjà commencé à mener des opérations sur le terrain. Et donc, maintenant, la question, c'est de savoir quelle est l'idéologie qui est greffée à l'émergence de cette force-là, au regard du fait que l'OTAN existe sur le même territoire. Quelle sera la relation entre ces deux institutions? Quelle institution aura la primeur en termes de projection sur le territoire militaire? Quel sera simplement le rôle que va jouer l'OTAN une fois cette force-là indépendante et autonome? Et donc, on se rend à l'évidence compte que les États-Unis, aujourd'hui, voient d'un mauvais œil l'émergence de cette force-là. Et d'où le discours fort louable, n'est-ce pas, de l'Union européenne et naturellement de ces institutions, ces pays qui portent cette structure ou alors cette organisation-là, à savoir la France, l'Allemagne, et j'en passe. Bien que il y a des pays tels que Viktor Orban qui essayent de créer une certaine désunion pour montrer... Par Fico. Bien sûr, c'est pour montrer quoi? Pour nous les analystes, c'est pour montrer que l'Union européenne n'est pas en union. Elle est plutôt en désunion sur certaines questions qui ne touchent pas forcément l'économie. Elle est en union quand il faille aider un pays qui rencontre des difficultés économiques. Elle est en union quand il faille. Mais sur des questions qui fragilisent la mouvance de certains pays au sein de cette union-là, à tisser des relations bilatérales avec des puissances que ce pays estime important pour son développement, ils sont en désunion. On prend le cas de Viktor Orban qui considère que la Russie peut apporter quelque chose à son pays et peut apporter même quelque chose de viable au niveau de l'Union européenne. Et il est en porte-à-faux avec l'idée que les États-Unis doivent continuer à sous-traiter leur guerre au niveau européen. Et donc, il faille prendre position. Il est dans la pleine autonomie de l'Union européenne. Et vous voyez l'émergence du discours qui concourt à dire que l'Union européenne est
est un élément qui n'a pas de substance en elle-même. Et ce n'est pas pour faire mal à cette institution-là, c'est juste pour rappeler que, même en son sein, il y a des éléments qui montrent qu'ils ne sont plus en union. Et c'est une question de temps. J'ai écouté encore, pas plus tard que ce matin, une géopoliticienne française qui explique que l'Union européenne est en phase de suicide économique, de suicide politique, de suicide diplomatique, de suicide à tout point de vue. Et on se rend à l'évidence compte que eux qui ont le temps, eux qui ont la science pour analyser ces choses-là, on se rend à l'évidence compte que s'ils arrivent à prononcer ce mot consacré d'un point de vue scientifique par Durkheim, suicide, c'est fort. Et puis, il faille bien que l'Union européenne se ressaisisse et reconsidère ses positions au niveau international. Et même au niveau de sa propre population. Pour qui roule l'Union européenne? Là est la question. Est-ce que les positions qu'elle prend tendent à montrer qu'elle travaille pour cette population européenne ou alors pour servir de relais tout simplement des politiques américaines sur le territoire européen? Et j'en veux pour preuve l'élection du pape. Vous croyez que c'est déconnecté, mais que non. Donald Trump a annoncé que lui, il aimerait être pape. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un président, c'est un pape américain qui est aujourd'hui à la tête de cette institution-là. Et donc on voit aujourd'hui, on se rend aujourd'hui à l'évidence compte que l'institution même religieuse est aujourd'hui chapeautée ou alors mise en mal par les négociations extra-religieuses, ou alors les États s'investissent à mettre à pontife leurs ressortissants. Est-ce que nous sommes encore dans l'appel de Dieu? Nous sommes aujourd'hui dans le pouvoir des humains à construire quelque chose qui doit nous servir en termes d'influence au niveau international. La papauté aujourd'hui, c'est mon analyse, n'est plus cette institution-là qui avait ce côté de sacralité, ce côté de divinatoire où on allait se prosterner pour essayer de récolter quelques grâces que ce soit. Aujourd'hui, avec les déclarations de Donald Trump qui n'a pas été repris d'ailleurs, montrent que cette institution-là, elle est engluée dans quelque chose qui n'est pas bon. Et que, naturellement, les puissants de ce monde ont des dossiers que s'ils ne se plient pas à leur desiderata, ils mettent à la place publique et ça fragilise l'institution en elle-même. Et donc, un Américain pape, Donald Trump nous l'a annoncé, et on voit aujourd'hui que c'est un Américain qui est pape. Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sol européen? On voit bien aussi que les différents pays tels que la France, chaque pays dont le ressortissant est cardinal, a battu campagne pour qu'il arrive à être pontife. Mais maintenant, est-ce que c'est l'appel de Dieu ou alors c'est l'appel des hommes? Là est toute la question. Mais je considère que cette posture que le président Donald Trump a eue est dommageable pour l'institution catholique et, ma foi, va glaner beaucoup de réflexions. Un soft power religieux. Le soft power religieux est aujourd'hui sur la scène publique. Peut-être c'était caché avec... si je peux faire une ramification et puis dire que dans les années 1600, avec l'émergence d'une certaine confrérie, Adam Weishaupt utilisait les mêmes méthodes pour s'ingérer dans le fonctionnement de l'Église catholique. Et donc aujourd'hui, si le président Donald Trump arrive à le faire, c'est parce qu'il a appris, n'est-ce pas, comment le faire. Et donc la corruption, une fois de plus, est un élément de subjugation, n'est-ce pas, de ces cardinaux, ou je ne sais pas quoi, de l'Église catholique, pour arriver à des fins politiques. Et donc le président Donald Trump, aujourd'hui, a joué sa carte, il a gagné. Est-ce que l'institution catholique va se relever? Ce pape aura la claire indépendance, ou alors il sera sous la domination états-unienne parce qu'il est citoyen américain. Les États-Unis vont-ils sanctionner le Vatican qui est considéré comme un État? Et donc là, il y a
beaucoup de questions qui vont... il y a beaucoup de questions qui vont naître de cette élection-là. Et je pense que les États-Unis sont en position de force et c'est pourquoi ils ont reçu ce pontife américain. Donc pour dire quoi, sur le territoire européen, les États-Unis sont venus imposer, n'est-ce pas, une certaine idéologie, un certain besoin, un certain désir. Ils sont venus imposer cela. Ils ont voulu un pontife américain, ils l'ont reçu. Où était l'Union européenne pour, n'est-ce pas, porter la candidature d'un de ses ressortissants au niveau de cette institution qui concentre beaucoup de pouvoir. Et donc, l'Union européenne n'est pas en union. L'Union européenne délaisse des pans de pouvoir qu'elle aurait dû prendre. Et naturellement, les autres, là où elle essaye de laisser, les autres s'engouffrent. Et puis Donald Trump, un maniaque de la négociation et de l'immobilier, a vu au niveau du Vatican un point où il peut, n'est-ce pas, infiltrer et puis faire passer ces différents discours, naturellement sur la migration, naturellement sur le protectionnisme, naturellement sur le retour aux valeurs, qui sont déniées au niveau européen. Monsieur Doga, pour conclure, l'Europe aujourd'hui se reconstruit entre ambition économique, pression géopolitique et volonté d'autonomie stratégique. L'élargissement potentiel vers l'Est, les tensions autour de l'intelligence artificielle et de l'énergie, ainsi que les échéances électorales à venir, dessinent un avenir incertain. Selon vous, quel sera le prochain tournant décisif pour le continent européen? Le prochain tournant se joue, je pense, au niveau du conflit russo-ukrainien. C'est à ce conflit que l'Europe doit décider si elle prend une orientation indépendantiste ou alors autonomiste. C'est à ce conflit que l'Union européenne va connaître si elle va continuer à exister ou si elle va disparaître. Parce que la continuation de ce conflit dans l'OTAN montre que les États vont se lasser et vont naturellement essayer de retisser des relations avec soit la Russie, qui n'attend que ça, pour fragiliser au mieux l'Union européenne et mettre en mal, n'est-ce pas, la position des États-Unis sur ce continent. Mais maintenant, est-ce que ce conflit-là, continuant, les Européens ou alors les 27 États qui constituent l'Union européenne vont continuer à faire ce semblant d'unité ou alors faire ce semblant, et déjà ils ne sont même plus 27 dans cette posture-là. On a Viktor Orban qui est sorti de ce qu'il considère comme étant un aboutissement collectif. Et donc on voit bien que ce conflit-là va permettre de dire si l'Union européenne va être encore considérée comme une union, un organisme international viable, ou alors va disparaître simplement de ses propres turpitudes. Et autre élément pour dire que le monde aujourd'hui a changé, pour paraphraser un peu notre footballeur vedette Mbappé. Le monde aujourd'hui a changé. Le discours qu'on rencontrait par le passé, il est en train de, même pas qu'il est en train, il a changé. On voit bien que les wokistes n'ont plus forcément voix au chapitre. Et cela a commencé avec la posture du président américain au niveau des États-Unis quant à ce discours-là, qu'il essaye de recentrer les choses. Et vous voyez le pendant que ça a pris sur la scène internationale, où chaque État aujourd'hui essaye de redéfinir c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Tout simplement, quelque chose qui devrait être acquis aujourd'hui, on est en train de revenir à des bases. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Et donc, cette institutionnalisation de la reconnaissance de la binarité humaine, à savoir un homme et une femme, est quelque chose de fondamental dans la construction du discours à venir. Parce que dans l'effacement de cette réalité scientifique-là, a fait naître des discours qui concourent à
promouvoir non pas quelque chose de laudateur sur la scène internationale, mais ce qu'aujourd'hui Donald Trump, par exemple, considère comme étant une infamie internationale. Et je crois, sans vouloir me substituer en termes idéologiques à cette posture du président Donald Trump, que ce retour aux sources est bénéfique pour l'évolution humaine, et d'où sa volonté, n'est-ce pas, sa volonté de produire un pape américain qui porte naturellement ses aspirations à cœur, c'est-à-dire revenir à la base des bases. Et donc, au niveau européen, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un discours qui est plutôt wokiste, un discours qui est plutôt féministe, un discours qui nie, n'est-ce pas, qui essaye de réécrire l'histoire, d'effacement historique. Et donc, ce discours-là... De mettre la famille au sens propre de côté. Naturellement, et c'est d'où je vous rejoins en disant, avec l'analyse naturellement, en disant que quel a été, n'est-ce pas, le discours le plus entendu dans le conflit russo-ukrainien? Quel discours le président russe a tenu et qui a été acquiescé par la majorité, n'est-ce pas, des Européens? On a ce discours sur la famille, on a ce discours sur les valeurs familiales qui doivent être préservées. Et naturellement, la préservation de la famille passe par, n'est-ce pas, les naissances qui doivent continuer. On ne peut pas naître avec les sexes qui sont pareils pour un foyer. Et donc, ce discours-là, au niveau européen, est en train de rencontrer des gros problèmes sur son acceptation ou bien son aménagement sur la scène publique. Donc sa promotion, si vous observez naturellement, a pris un coup au niveau européen. En France, à l'heure actuelle, vous auriez entendu que les drag queens ont fait une manifestation. Si. Aujourd'hui, ils sont en recul. Il y a aussi l'émergence des postures religieuses qui, ma foi, concourent à cela. Et je crois bien évidemment que l'Europe, reconsidérant tout cela, se reconnectant avec son histoire réelle, va construire quelque chose de fort et consolider, n'est-ce pas, l'appartenance de chaque État à cette institution-là. Si ceci n'est pas fait et on continue, n'est-ce pas, à soutenir des institutions qui fragilisent les valeurs réelles européennes, je crois qu'on va tout droit vers quelque chose qui n'est pas bon pour son existence. Et pour conclure et dire simplement que quand le président Donald Trump a coupé les sources, je crois que il y a une institution qui finançait les recherches au niveau international, qui est American Aid. On voit bien que les Européens sont en train d'en pâtir aujourd'hui parce que la plupart des think tanks européens étaient financés par cette institution-là. Où est l'autonomie européenne? Où est sa position en termes même de recherche, puisque on considère que cette institution-là finançait ces think tanks-là pour la collecte du renseignement au service de la CIA. Et donc, où est l'institution européenne pour, n'est-ce pas, affirmer son autonomie, ne fût-ce que dans la recherche, puisqu'elle se dit qu'elle est un pays qui a connu les Lumières, elle est un pays, une organisation qui a connu des Lumières, parce qu'en son sein, il y a la Révolution française qui a permis, n'est-ce pas, les années-lumière qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est naturellement bon de penser que l'Union européenne est en train de se fourvoyer. Il faille bien qu'elle se repense en termes, comme elle a dit, autonomie, technologie et le troisième pilier, j'ai quelque peu oublié. Mais sinon, si ce n'est pas fait, l'Union européenne, je crois qu'elle est en train de prendre une direction qui va mener à sa dislocation. Et pour revenir à ce que cette politologue a pensé, au suicide collectif. C'est sur ces mots que s'achève cette émission de géopolitique. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.